Le 26 septembre dernier, le juge Cauroy a effectué un transport de justice. Il est venu tout spécialement de Lyon pour visiter un appartement du boulevard Saint-Germain à Paris, 280 mètres carrés, au 4e étage de cet immeuble. Interrogée, la concierge a répété ce qu'elle avait déjà dit aux policiers. Pendant au moins 5 ans, cet appartement a servi de pied-à-terre parisien et de permanence à Alain Carignon. Lui es de l'Homer à Grenoble, il venait une fois par semaine à Paris. Donc il venait dormir une nuit là. Ce qui intrigue le juge, c'est qu'Alain Carignon n'aurait jamais réglé le loyer de cet appartement, 400 000 francs par an environ, au propriétaire, la société WIP, installée au siège du cabinet d'avocats du Tarret. Selon les enquêteurs, WIP serait en fait une société écran. Elle aurait facturé de fausses prestations à plusieurs entreprises du groupe Lyonnaise des Eaux, qui lui auraient versé environ 13 millions de francs. Au bout de plusieurs mois d'enquête, le juge Philippe Cauroy a aujourd'hui considérablement étoffé son dossier. Au départ, il enquêtait sur l'affaire Dauphiné News. Cet hebdomadaire, édité à Grenoble par des proches d'Alain Carignon pendant les municipales de 89, avait été racheté par une filiale de la Lyonnaise des Eaux qui avait épongé son passif. Simultanément, la même Lyonnaise des Eaux avait obtenu la gestion du réseau d'eau de la ville de Grenoble. Le 25 juillet dernier, ces faits avaient entraîné la mise en examen d'Alain Carignon pour recel d'abus de biens sociaux. Aujourd'hui, le juge Philippe Cauroy établit clairement un lien entre la privatisation du réseau d'eau à Grenoble et les largesses de la Lyonnaise des Eaux. Pour lui, il y a eu contrepartie. Ces faits pourraient être constitutifs du délit de corruption. Tout avait bien commencé. Ministres, présidents de groupe de l'Assemblée nationale ou du Sénat, du RPR, au Parti communiste, tous avaient accepté l'invitation du Premier ministre. Objectif, réfléchir ensemble aux problèmes de corruption et plus généralement à la moralisation de la vie politique. Mais au bout d'une petite heure, les élus socialistes quittaient la réunion pour protester contre la suppression par le gouvernement Balladur de 2 dispositions législatives concernant la transparence de certaines concessions de marchés publics. Il y a des textes, Ces textes, ils ont été votés. Il faut les respecter. S'il faut les améliorer, on les améliorera. Et commençons donc par ne pas les amputer au fil des semaines. Il fallait donner l'exemple qu'on n'était pas aujourd'hui dans une démonstration médiatico-politique provoquée par les affaires, je répète, qui assaillent et entourent le gouvernement. Mais si les socialistes ont préféré s'abstenir, les autres sont restés et ont travaillé sur 4 grands sujets: le contrôle du patrimoine des élus, la transparence des marchés publics, la réduction des dépenses électorales et la déontologie des hauts fonctionnaires. Des pistes de réflexion sans beaucoup de précision ni de délai. La quasi-totalité des membres présents ont estimé qu'il fallait se revoir et que dans le délai de quelques semaines, il y aurait une nouvelle réunion pour faire le point à la fois des travaux engagés par les autres commissions et les travaux du gouvernement. Je crois qu'il est toujours utile de réfléchir aux problèmes qui se posent. Nous ne nous faisions aucune illusion sur la teneur de cette réunion. Au total, cette première réunion n'a pas vraiment permis d'avancer sur des sujets aussi importants que le financement par les entreprises de la vie publique. Mais il faut dire que le contexte, avec notamment l'affaire Carignon, ne s'y prêtait sans doute pas. On verra demain matin si le groupe de travail mis au point par Philippe Séguin à l'Assemblée nationale établit des propositions plus concrètes. Inquiétude, morosité et même embarras. C'est l'atmosphère des mauvais jours qui régnait cet après-midi à l'Assemblée nationale. Entre l'affaire Carignon et la tenue d'une réunion sur la moralisation de la vie politique à Matignon, tous n'avaient qu'un mot en tête: corruption. Je crois qu'il est bon que le gouvernement et le Parlement montrent qu'ils ne sont pas indifférents à l'attente de l'opinion. Car c'est vrai que nous sommes interpellés régulièrement, ironiquement ou non, par nos électeurs. Ça ne fait pas de bien à personne, aussi bien à la droite qu'à la gauche, en tout cas à la vie démocratique de ce pays en général. Les Français ne veulent pas que les hommes politiques cherchent à se protéger mutuellement. Il y a une justice, elle doit être la même pour tous. Je crois qu'on ne peut plus se contenter de réunions de travail à Matignon, de changement de la loi, etc. Ce qu'attend le peuple français, c'est que les juges fassent leur travail jusqu'au bout et qu'il y ait des sanctions extrêmement fermes. Les députés restent encore divisés sur les mesures à prendre pour mettre fin à la corruption, mais tous semblent avoir pris conscience qu'avec la multiplication des affaires, c'est bien le monde politique dans son ensemble qui pourrait se voir discrédité.
cote de popularité en baisse de 2 points pour Édouard Balladur, qui passe de 54 à 52%. En outre, 64% des Français sont mécontents de la façon dont la France est dirigée. Une tendance qui se traduit dans la cote de confiance des membres du gouvernement, baisse de 6 points pour le Premier ministre à 46%, baisse de 4 points pour Pierre Méhaignerie, baisse de 3 points pour Nicolas Sarkozy et François Léotard. En hausse dans la majorité, un seul ministre, Charles Pasqua, qui avec 1 point de mieux se place en tête à 49%. Philippe Séguin et Raymond Barre gagnent 3 points chacun. Ni recul ni progrès pour Jacques Chirac qui se stabilise autour de 37%, tandis que Jacques Delors progresse de 1 point avec 46%, cote de confiance égale à celle d'Édouard Balladur. de faire appel à la fois des 10 mois sous les drapeaux, ce n'est pas trop. Par cette formule, François Léotard écarte l'hypothèse d'un service militaire réduit à 6 mois. Mieux, son projet de réforme, dévoilé aujourd'hui, propose un service de 14, 15, voire 16 mois. Mais attention, pas de panique, ce service long s'adresse aux volontaires qui, après 10 mois, souhaitent rester sous les drapeaux pour y recevoir une formation professionnelle. Autre point, le service civil, policier auxiliaire par exemple, mais aussi aide technique, coopération. Il reste la chasse gardée des diplômés de l'enseignement supérieur. S'inspirant du rapport Marceau, le gouvernement veut corriger cette injustice et rendre ce service civil accessible à tous. Plus de 25 000 jeunes sont concernés. Le rapport Marceau évaluait la ressource annuelle pour les formes civiles à 50 000. Le ministre parle de 26 000, donc il est à la moitié du chemin. Déçu ? On ne peut pas dire déçu. Le ministre a tenu compte du rapport Marceau. Je crois qu'il faut que le ministère de la Défense continue de travailler dans ce sens parce que, bien entendu, il y aura toujours des appelés qu'il ne pourra pas affecter dans les armées. Mais à ceux qui connaîtront les joies de la caserne, François Léotard promet entre autres choses plus de sport, plus de responsabilité. De quoi sans doute amadouer les réticents. 1 jeune sur 4 échappe au service, c'est encore trop. Et le ministre de la Défense entend mettre les resquilleurs au pas. Partout à Alger, les mêmes scènes se sont répétées ce matin. Presque simultanément, des voitures piégées avec des bombes de faible puissance ont explosé dans différents quartiers de la capitale algérienne. Parmi les 5 cibles visées, la faculté des lettres et la cité universitaire. Selon un bilan toujours provisoire, 4 personnes ont été blessées parmi la population. Un des poseurs de bombes a trouvé la mort, déchiqueté par l'engin explosif qu'il s'apprêtait à déposer dans un marché de Touba, tandis que ses 2 complices étaient abattus par les forces de sécurité. Tout s'est en fait passé comme si ces attentats étaient moins destinés à tuer qu'à impressionner en créant un climat d'insécurité permanent. On se souvient aussi que le groupe islamique armé avait, avant la rentrée universitaire, averti professeurs et étudiants de ne pas se rendre en classe au risque de représailles. Menace aujourd'hui mise à exécution, mais qui résonne comme un ultime avertissement. Cette vague d'attentats intervient en tout cas au moment où les assassinats de civils se multiplient. Après les 2 Français, c'est un résident sud-coréen qui a été abattu aujourd'hui en plein centre d'Alger. Cette recrudescence de la violence fait ainsi le jeu des radicaux des 2 camps qui refusent toujours le dialogue. Un chant patriotique pour célébrer un retrait. Les troupes irakiennes quittent la frontière avec le Koweït et remontent vers le nord. Version officielle, ils vont poursuivre leurs manœuvres ailleurs. Même les régiments, Bagdad et Amourabi, de la garde républicaine, les troupes d'élite, quittent les lieux. C'est leur arrivée sur le terrain qui avait provoqué la semaine dernière la réaction américaine. Un départ qui, d'après les officiels irakiens, n'a rien d'une reculade. Aucune résolution des Nations Unies ne leur interdit des mouvements de troupes sur leur territoire, mais dont ils espèrent sans doute un déblocage de la crise. Mais à Bagdad, les gens du peuple ne se font guère d'illusions. Dans ce café,
Consacrée à Kalsoum, la chanteuse égyptienne, on s'inquiète. La vie devient de plus en plus chère et les rations alimentaires viennent d'être diminuées de moitié. Même si certains adoptent un ton guerrier, ils demandent tous la levée de l'embargo. Les Irakiens ne sont pas inquiets du déploiement des forces dans le Golfe. D'ailleurs, nous n'abandonnerons jamais le Koweït. Koweït City est historiquement une ville irakienne. Il faut lever le blocus. Beaucoup de gens et des Nations Unies viennent ici et ils ne font rien. Les Américains pensent d'abord au pétrole. Ils tentent d'étrangler l'Irak entre leurs mains. L'avenir de l'Irak semble se jouer en noir. Près de 4 ans après la guerre, la levée des sanctions leur paraît plus lointaine que jamais. Si aujourd'hui Washington continue de renforcer sa présence militaire dans le Golfe, ce n'est pas seulement en raison de l'ambiguïté du début de retrait irakien. Pour les stratèges américains, l'objectif n'est pas seulement de pouvoir arrêter les forces irakiennes sur la frontière du Koweït, mais de se doter d'une capacité offensive dissuasive à l'échelle de tout le territoire irakien. Il ne suffit pas que l'Irak cesse de menacer ses voisins et se retire, explique John Chalikashvili, chef d'état-major interarmé. Nous devons créer des conditions qui garantissent qu'il ne pourra pas recommencer encore. D'où le deuxième objectif des Américains, proposer la création dans le sud de l'Irak, sur le modèle des zones d'exclusion aérienne, d'une zone d'exclusion terrestre où tout mouvement d'engins lourds serait banni, sous peine de frappe aérienne immédiate. Enfin, Washington considère que les mouvements de troupes irakiennes violent déjà le cessez-le-feu de 91 et l'exposent à une action militaire des Nations Unies. Mais à défaut d'être totalement en phase avec la Russie ou la France face à l'Irak, Bill Clinton peut cette fois compter sur le soutien de son opinion. 3 Américains sur 4 approuvent aujourd'hui la méthode Clinton dans le Golfe. Le gouvernement israélien doit accepter les exigences du Hamas. Et le militant demande à son prisonnier, « Comment t'appelles-tu » ? « Je m'appelle Narshon Waxman. Les gars du Hamas m'ont enlevé. Ils veulent libérer leurs prisonniers, sinon ils vont me tuer. » Des images parvenues à Jérusalem en fin de matinée et qu'Esther, la mère du soldat, a découvert avec angoisse. Elle a lancé des appels aux ravisseurs pour qu'ils libèrent son fils vivant. L'islamiste demande à Narshon Waxman, « Que dis-tu à ta mère ?» « Si mes parents me voient, eh bien pour l'instant, je vais bien. J'espère retourner chez eux si Rabin décide de libérer des prisonniers. » Mais pour l'heure, le gouvernement israélien n'a pas l'intention de négocier avec les ravisseurs. Réuni en session extraordinaire ce matin, il a approuvé les mesures prises hier soir. Bouclage hermétique de la bande de Gaza, fermeture des frontières et suspension des négociations avec les Palestiniens. Yasser Arafat était donc très soucieux ce matin. Il a promis toute son aide à Yitzhak Rabin, qui le tient responsable de la vie de l'otage. Des patrouilles conjointes israélo-palestiniennes fouillent certains secteurs de Gaza, sans succès jusqu'à présent. L'ultimatum expire vendredi soir. Si le soldat est tué, c'est tout le processus de paix qui pourrait être remis en question.
Joël et Cécile Felzin vont bien et pourtant ce matin ils sont partis à l'hôpital. Ou plutôt vers ce camion parqué dans l'hôpital de Nevers. Ils font partie en effet des volontaires de l'étude Suivimax. 15 000 personnes suivies pendant 8 ans dans un but bien précis. D'abord mieux comprendre les relations entre l'alimentation et la santé. D'autre part, tester l'impact éventuel d'un apport supplémentaire de certaines vitamines et de certains minéraux dans la prévention des grandes maladies. Les grandes maladies, ce sont bien sûr le cancer, mais aussi les maladies cardiaques, la cataracte ou encore certaines maladies infectieuses. Pour surveiller les volontaires, dans ce camion très bien équipé, on peut faire divers examens, mammographie, examens gynécologiques, électrocardiogramme, mais bien sûr aussi des prises de sang. Des prises de sang qui vont être envoyées vers 6 centres extrêmement spécialisés, mais qui dans un premier temps seront manipulés et préparés à bord d'un laboratoire ultramoderne, lui aussi embarqué sur ce camion. Mais la partie la plus importante se déroulera au foyer des volontaires. Ils devront par exemple chaque jour prendre une de ces gélules spécialement préparées pour l'étude. Ce n'est pas un médicament, c'est un cocktail de 3 vitamines et de 2 sels minéraux qui correspond à ce qu'apporte une alimentation équilibrée quotidienne. Et 6 fois par an, ils devront noter ce qu'ils ont mangé au cours de la journée et en informer les chercheurs grâce à ce catalogue et aussi grâce au Minitel. 8 ans, c'est peut-être un peu long. C'est un engagement effectivement qui va se passer sur 8 années. Vu les périodes annuelles des contrôles, une fois par an, je ne pense pas que ce soit une contrainte insurmontable. On saura donc en 2002 si en mangeant mieux, on peut vivre encore plus vieux et beaucoup mieux. De basket dimanche si je peux y aller, ouais, vu que j'ai une trachéite, ça va pas être évident. Enfin, j'essaierai quand même. Bonne nouvelle au pays de la mode. Malgré la période de crise, la collection diffusion de Christian Lacroix, le Bazar, a fait des ventes records pour l'hiver. Alors pour l'été prochain, on recommence. Et les ventes ont déjà doublé pour ces 22 modèles pour plaire à toutes les accros de Lacroix. Pour la collection boutique, alternance de fou et de sage. De sage? Mais oui, même chez Lacroix. Et toujours tout de même avec un peu de poivre et de cannelle. Symphonie en verveine, en vert bonheur, avec des couleurs or, soleil, rouge, rose, turquoise. Jour sage, soir fou, fantaisie en transparence, dentelle fine et gros filets noirs comme on en met à la tête des mules en Provence pour chasser les mouches. Las Vegas en paillettes, fumées et fleurs psychédéliques, boléro kitsch. Au revoir Christian, la mode c'est fait pour s'amuser. If you feel like patting your feet, pat your feet. And if you feel like clapping your hands, clap your hands. And if you feel like taking off your shoes, take off your shoes. We are here to have a ball.